Merci, merci à toute l'assistance. Donc, bonjour à tous. Je suis Tarek Elouz, donc je suis cardiologue interventionnel dans le service de cardiologie à Sfax. On est content en fait de démarrer une activité TAVI depuis ce début de cette année, en 2023, avec quelques cas, avec des bons résultats pour le moment. Alors, c'est aussi un honneur d'être parmi vous dans cette session jointe à la SFC avec des éminents experts qui vont passer, des amis de la France. Et il m'a été demandé de vous parler d'une autre complication, en dehors des complications vasculaires, qui est les blocs auriculoventriculaires en post-TAVI. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc, déjà, on voit bien que le TAVI en 2023, il a pris plusieurs indications. Donc, initialement, c'était les patients à haut risque. Et là, on attaque les patients à bas risque, donc les patients plus larges. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et même dans Partenaire 3, on voit qu'il y a même une supériorité, et là, je vois des chirurgiens dans l'assistance, il y a une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie valvulaire. Néanmoins, le tendon d'Achille de cette technique reste les blocs auriculoventriculaires, parce que toutes les autres complications, on a pu les améliorer, que ce soit les fluides paravalvulaires, même les complications vasculaires, on est à moins de 5%. Malheureusement, le taux de pacemaker, le taux de bloc de branche gauche récent reste élevé, certes un peu moins avec la Sapien 3, on est à 7%, mais beaucoup plus avec les valves auto-expandables telles que l'Evolute, on est pratiquement à 17%. Là, c'était dans les études randomisées, on n'est pas loin dans la vraie vie, donc on est pratiquement à 10% de pacemaker implanté en post-TAVI avec la Sapien 3, et un peu plus avec l'Evolute, avec la Core-Valve à 10%. Donc, est-ce que, pour quel patient on va mettre un pacemaker? Donc certainement, il y a les recommandations de l'USC en 2021 qui ont bien établi cet algorithme de prise en charge. La prise en charge est codifiée. Certes, si le patient a présenté un BAV en post-opératoire, même paroxystique, il faut mettre un pacemaker. Ou il a développé un nouveau bloc de branche gauche, large, au-delà de 150 millisecondes, en BAV1 avec un PR à 240. Là, il faut mettre un pacemaker. Alors pourquoi on a peur de ce pacemaker? Parce que ça a été bien démontré, et là, avec la méta-analyse de Faro, que ça augmente la mortalité, donc c'est clair, donc ça aggrave le pronostic. Certainement, avec le bloc branche large, de nouveau, on voit que ça augmente la mortalité, toute cause, la mortalité cardiovasculaire, mais aussi le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et par rapport au pacemaker, ça augmente la mortalité toute cause. Néanmoins, il y a un controverse pour la mortalité cardiovasculaire. Est-ce qu'il est augmenté avec le pacemaker? Là, on ne le sait pas. Donc, il y a une étude récente française de l'équipe de Rennes qui montre bien que ce ne sont pas les patients qu'on a implantés juste d'emblée après le TAVI un pacemaker qui ont le mauvais pronostic, mais plutôt ce sont les patients chez qui on a implanté un pacemaker dans le follow-up, dans le suivi, chez qui en fait qu'ils ont le pronostic le plus sombre, avec une mortalité toute cause, un taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui est plus élevé. Alors pourquoi on a ce BAV, pourquoi on a ce trouble de la conduction en post-TAVI? Parce qu'il faut savoir, il faut se rappeler de l'anatomie, donc on passe toujours avec notre valve, avec notre guide, dans la commissure entre la non-coronaire et la coronaire droite, donc on va passer juste au-dessus de ce fameux septum membraneux, et au-dessous de ce septum membraneux, il y a les voies de conduction, il y a l'office de lys, il y a la branche gauche. Et si on va implanter un peu bas, on va compromettre ces voies de conduction, et là, on peut provoquer un BAV. Alors, quels sont les facteurs prédictifs? Et là, c'est un papier tout récent en 2022 qui montre bien tous les facteurs prédictifs, quels que soient ces facteurs. Donc, il y a des facteurs d'ordre électrique. Surtout, il faut bien analyser le sujet en pré-TAVI. Et c'est essentiellement la présence d'un BAV de premier degré en pré-TAVI et le bloc de branche droit qui sont des facteurs prédictifs avec multiplication même par 30, le fait d'avoir un bloc de branche droit préexistant. Un peu moins pour le bloc de branche gauche, et là on le comprend bien parce que si la branche droite est déjà atteinte, on va compromettre par notre TAVI la branche gauche, et là on va provoquer un BAV complet, même infraïsien. Il y a des facteurs d'ordre plutôt, on va dire, procédural, tels que la prédilatation, mais surtout la postdilatation, et puis après aussi d'ordre de la valve, le fait d'oversizer notre valve, ça va provoquer des BAV, et le choix de la valve, on sait très bien actuellement, ce sont les valves auto-expandables, surtout la Core-Valve, qui aggrave, on va dire, ce risque de BAV par rapport à la Sapien 3. Et puis, il y a des facteurs plutôt anatomiques, et là, il faut bien analyser, et là, je reviens à la même remarque d'Achoff, donc il faut bien s'approprier de notre scanner par le cardiologue, parce qu'il faut bien analyser les classifications. Où sont les classifications? Est-ce qu'ils sont dans le landing zone de notre valve? Et si c'est le cas, c'est un patient qui est à risque de BAV. Alors donc, voici les facteurs donc anatomiques pré-procédural, donc c'est électro, et puis après les facteurs procéduraux. Ce qu'on va jouer, sur quel facteur on peut jouer? Nous, on peut jouer plutôt sur les facteurs procéduraux, c'est-à-dire sur le choix de la valve. Si on peut éviter la self-expandable valve, on le fait. Il faut plutôt éviter les implantations plutôt basses, à risque de BAV, ainsi de suite. Il faut bien s'approprier de
du scanner hein, pour le choix, pour le choix de la valve, pour aussi le choix de la taille, il ne faut pas faire du oversizing, mais aussi pour checker, on va dire, l'implantation haute et regarder quelle incidence de travail sur laquelle on va travailler. Et ça a été bien démontré que si on va viser plutôt une implantation qui est moins de 30 mm de profondeur, donc on va éviter le BAV, parce que dans la plupart des cas, le septon membraneux, il est de 5-6 mm de longueur, et si on est au-delà de ce septon membraneux, de cette hauteur de ce septon membraneux, on va provoquer un BAV. Et ça a été bien démontré, on le voit bien, qu'avec la pratique, donc on est de plus en plus, on va dire, en visant la position haute, la position 0, et on voit bien que si on va viser la position haute avec les années, on va réduire certes la profondeur de l'implantation, mais aussi on va réduire l'incidence du pacemaker implanté de nouveau. Alors, comment on va checker ou comment on va viser cette implantation haute, comment on va le faire? Et là, on fait appel à cette incidence dite Cost Overlap View. Cette incidence, en fait, elle a l'intérêt qu'on va... Je ne sais pas si j'ai le marqueur. Ah voilà, c'est bon. Donc, on va dire, superposer la coste antéro-droite sur la coste antéro-gauche, ce qui fait que la commissure va être verticale plutôt à la valve. Et on va isoler derrière la coste non coronaire. Et on va positionner notre hauteur, on va dire notre profondeur de valve par rapport à cette coste non coronaire qui est proche du septum membraneux et donc qui est proche des faisceaux de conduction. L'autre intérêt de cette incidence, c'est que la lignité, on va dire la lignité de l'anneau aortique, elle est aussi proche de la lignité de la valve. Ce qui fait qu'on a le moins parallaxe de notre système de pose et de notre valve par rapport à l'incidence classique 3 costes proplanaire. Et là, c'est un cas d'une femme de 80 ans qu'on a fait récemment. Donc on voit bien la différence entre les deux incidences. La première incidence, c'est l'incidence classique 3 costes. Et on voit bien que le guide, il va passer derrière, hein, donc on est en postérieur. Par contre, si on va passer en incidence post-overlap, donc on va faire plus de caudal et plutôt de l'OAD, ce n'est pas du cranial ou AG. Et là, on va remettre les deux cosps antéro-gauche, antéro-droite superposés et la non coronaire qui est derrière. Et voici donc la valve, comment elle va descendre. La valve, elle va descendre dans cette commissure-là qui est tracée et elle est plutôt verticale à la commissure entre la coronaire gauche et la coronaire droite, et on a pratiquement le moins parallaxe. Donc on peut être précis dans la profondeur, il n'y a pas de risque que la valve elle va jumper. Et voici le cas, c'est donc avec cette incidence cost overlap, le positionnement avec un très bon résultat d'une core valve Evolute 26. Donc pas de BAV, pas de bloc de branche gauche à l'ECG post-avis. Alors, est-ce que ça a été vérifié, est-ce que ça a été validé cette incidence? La réponse est oui. Hein, donc vous voyez cette méta-analyse toute récente en 2022 qui montre bien qu'en utilisant cette technique, on va réduire de 40% le taux de pacemaker par rapport à la technique classique, surtout avec les valves auto-expandables, et ceci en augmentant, on va dire en diminuant la profondeur de l'implantation. Est-ce que c'est safe en aigu? Hein, donc la réponse aussi c'est oui, parce qu'il n'y avait pas un surrisque de prothèse pop-out ou d'utilisation d'une seconde valve ou d'un AVC, ainsi de suite par rapport à la technique classique. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi avec la valve montée sur ballon, la SAPIEN 3? La réponse aussi est oui. Hein, donc il y a des études actuellement, des papiers qui sont sortis qui valident cette implantation haute de la SAPIEN 3 en utilisant la même technique de cost overlap size. Et l'intérêt de cette technique, regardez ici dans cette image, c'est qu'on a une valve pratiquement face à nous, donc il y a un zéro parallaxe. Et le fait d'avoir un stent sans parallaxe, on voit bien les lignes blanches, les lignes noires du stent du métal, ce qu'on appelle le stent link. Et à ce moment-là, on va positionner notre prothèse, pas sur le point noir classique recommandé par Edwards, mais plutôt sur la ligne blanche, vous voyez ici, donc la ligne blanche qu'on appelle le stent link. Et cette ligne blanche elle doit être superposée à notre pictel dans la coste non coronaire et donc à notre anneau aortique. Et ceci est un cas qui illustre en fait ces techniques avec une dame de 82 ans qui a un anneau à 400 mm² avec une hauteur du septum membraneux qui est à 4,8, donc moins de 5 mm. Elle est à risque de BAV. Elle a un bloc de branche droit déjà préexistant et là c'est la complexité de cette procédure. Donc on a bien checker au scanner préalable l'incidence de travail. Donc ça va être une OAD 15, une caudale 10 pour la cost overlap. Et voici donc la position de la valve. Hein. Donc vous voyez bien qu'on positionne. Alors, ça ne marche pas dans tous les coups.
Ah, c'est comme ça peut-être. Non, ça ne marche pas. Mais on voit bien qu'avec la ligne, la flèche orange, qu'on va positionner la ligne blanche du stent, ce qu'on appelle le stent clinique, sur l'anneau aortique, donc sur le fond de la pictelle. Et cette dame, elle nous a fait, je ne vous cache pas, elle nous a fait un BAV juste en passant le guide superstif, hein, donc juste en chatouillant un petit peu la branche gauche, elle est passée en BAV, donc du coup, elle a eu une implantation d'un PACE en post-TAVI, mais le CG post-TAVI montre bien que le rythme est bien spontané avec un bloc d'ongeois qui persiste. Et cette dame, on l'a vu, à 3 mois, elle avait moins de 2% de taux de stimulation par son pacemaker. Donc c'était un pacemaker plutôt sentinelle. Et cette étude en 2021 montre bien que le fait d'utiliser cette cost overlap view dans la SAPIEN 3, ça va permettre de baisser, et là c'est important, de 13% le taux de pacemaker à seulement 5%, et même par rapport au bloc gauche, on passe de 12% à 5%. Vous avez bien vu que le bloc gauche aussi c'est un marqueur pronostique dans le futur. Alors, la question, est-ce que c'est safe? Est-ce que le fait de toujours positionner en A0 à plutôt checker ou à viser une position haute, est-ce qu'il n'y aura pas de retombées dans le futur? Is it safe? La réponse, c'est que si on va attaquer des patients jeunes, et là, il faut avoir dans l'esprit que ce sont des patients qui peuvent dégénérer le valve, et peut-être on aura besoin d'un valve-in-valve, hein, donc un ray de valve dans le futur. Et on le sait très bien que si on va mettre une valve une prothèse TAVI, une TAVI, il y a un risque qu'on appelle de séquestration de sinus. Et cette séquestration de sinus vient par l'affaire de remonter les leaflets de la prothèse ancienne. On va créer une sorte de néojupe. Et cette néojupe, elle va rendre le stent initial de la prothèse initiale un stent couvert. Et il faut, si on va attaquer ces positions hautes, il faut checker dès l'avance deux particularités. La hauteur, vous voyez ici à ma gauche, la hauteur du sinus de Valsalva, c'est-à-dire la hauteur entre l'anneau et la jonction tubulaire, est-ce qu'elle est faible? En plus, il faut voir la hauteur des coronaires. Il y a deux paramètres pronostiques d'occlusion coronaire si on fait un TAVI ou de séquestration de sinus, c'est que si la distance entre les coronaires et cette néojupe est moins de 2 mm, ou aussi si la distance entre la jonction tubulaire et cette néojupe est moins de 2 mm, là ce sont des patients qui sont à risque. Et on voit bien que si on va attaquer des positions très hautes, comme vous voyez ici, si on va mettre après un TAVI, il y a un gros risque de faire une séquestration de sinus. Et ça a été bien démontré récemment en 2023 que sur une étude scanographique, des patients qui ont eu des TAVI avec soit position haute, soit position normale, les deux valves, 160 évoluent 258 et 160 évoluent 258 SAPIEN 3, et on voit bien que par un scanner post-TAVI, que les patients chez qui on vise une position haute, et si on pense dans le futur à mettre TAVI, il y a 60% de risque de séquestration de sinus si on est avec une valve auto-expandable évolute, et on est à 17,6% si on est avec une SAPIEN 3. Donc il faut avoir toujours dans l'esprit, c'est-à-dire position haute pour tout le monde, non. Il faut avoir on va dire, une médecine personnalisée selon le terrain, selon l'âge du patient, selon l'anatomie. Et là, il faut bien étudier le scanner avant pour voir si c'est un patient à risque dans le futur, et selon aussi les facteurs prédictifs de BAV. Donc si on est devant un patient plutôt âgé, et il a plusieurs facteurs prédictifs de BAV, il a un bloc droit déjà complet, il a des calcifications, là, il faut viser la position haute, il faut éviter le pacemaker, et on sait très bien qu'il n'y aura pas dans le futur un TAVI. Par contre, si on attaque des patients jeunes qui n'ont pas de facteurs prédictifs préalables de BAV, là, il ne faut pas attaquer la position 0, il faut plutôt faire une position classique, parce qu'on sait très bien que ce sont des patients qui peuvent, dans le futur, ont besoin d'un TAVI. Alors, j'arrive à mes take-home messages, et j'espère que je n'étais pas très long. Donc, le taux de pacemaker, malheureusement, reste élevé en post-TAVI. On est à 17%, surtout avec la valve auto-expandable. Certes, ça dépend de plusieurs facteurs, procéduraux, anatomiques et cliniques. On sait très bien que le BAV, le pacemaker, le bloc gauche augmente malheureusement la mortalité dans le futur, et c'est important de faire un bon screening par le scanner. On s'aide bien avec nos radiologues pour bien analyser nos scanners, pour bien voir qui sont les patients qu'on peut lui mettre une position haute, qui sont plutôt les patients qu'il faut éviter la position haute parce qu'il y a un risque de séquestration de sinus. Et je vous remercie pour votre attention.